Bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer cette séance en revenant rapidement sur le point sur lequel je m'étais arrêté, c'est-à-dire sur le point de vue de Tomasello et en particulier, donc point de vue de Tomasello, souvenez, on était dans un parcours de la façon dont la linguistique cognitive contemporaine se présente elle-même à travers le site internet de son association internationale. Et donc, ce site renvoie aux travaux de Tomasello pour la question à la fois de l'approche usage-based, donc fondée sur l'usage, et également sur l'argumentation du fait que les contraintes cognitives qui conditionnent, disons, la structure des langues, ne sont pas des contraintes strictement linguistiques comme l'enseigne Chomsky. Et là, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que vous avez toutes sortes de facteurs cognitifs qui déterminent les universaux linguistiques. Alors, parmi ces facteurs, on a donc cette première caractéristique qui est l'idée que, d'une manière totalement non linguistique, les systèmes cognitifs humains ont des conceptualisations des agents et des patients, des actions, des possesseurs, des lieux, etc. Et ça, je veux dire, c'est indépendant des langues d'une certaine façon. C'est une contrainte indépendante des langues. Le fait qu'on puisse lire les intentions d'autrui, y compris les intentions communicatives, ça c'est un des ressorts fondamentaux de la pragmatique contemporaine, cette idée que il y a dans l'échange linguistique non seulement de l'information qui est contenue dans les mots, mais aussi une intention de communication qui est transmise et qui présente certaines caractéristiques. L'attention conjointe, ça c'est quelque chose qui a été étudié, pas très récemment, mais assez récemment, le fait que chez l'enfant, chez le bébé, petit à petit, on voit que peu à peu, il partage l'attention d'un interlocuteur, même sans savoir parler au début, bien sûr. Donc il y a toutes sortes de capacités cognitives prélinguistiques qui se développent. Et puis, apprendre par imitation en utilisant la catégorisation, l'analogie et l'apprentissage statistique pour extraire des structures linguistiques qui sont utilisées. Et c'est là, bien sûr, que vont se construire chez les individus de cultures et de langues différentes des structures cognitives fines distinctes. C'est-à-dire qu'en fonction du bain linguistique, comme on dit parfois, dans lequel est plongé l'enfant, il va par imitation repérer des types de structures qui seront différentes selon la culture dans laquelle il se trouve, parce que les réalités sont différentes, mais aussi les langues telles qu'il les entend et à partir desquelles il construit ses propres capacités linguistiques. Et puis donc, utiliser de l'information vocale et auditive. Donc, l'évolution des capacités humaines, je cite la fin de la citation, l'évolution des capacités humaines pour la communication linguistique est dérivée, disons, de ce qui était déjà là, cognitivement et socialement. Et c'est ce qui fournit les multiples contraintes variées sur les langues humaines. C'est-à-dire ce qui contraint
les communautés linguistiques à grammaticaliser certaines constructions plutôt que d'autres dans leur développement historique. Voilà. Donc, ça n'est pas là, je veux dire, depuis un certain nombre d'années, on est sorti du pur débat d'idées entre est-ce que il y a une capacité innée au langage ou est-ce que les capacités linguistiques sont construites par les individus dans des communautés données et sont déterminées par des facteurs cognitifs généraux. On est sorti du débat d'idées, purement d'idées, je veux dire, parce qu'on dispose maintenant de données expérimentales qui permettent de montrer tout ce que le développement du langage doit au contexte et à la pratique effective des langues par l'enfant, etc. Alors, ça ne signifie pas pour autant que le point de vue chomskien, à mes yeux, est complètement, disons, hors de pertinence, est complètement dénué de pertinence. Simplement, il faut avoir à l'esprit qu'on a deux perspectives différentes. Il reste vrai que seuls les êtres humains possèdent une capacité génétique de développer des langues et de développer un apprentissage, pas de développer des langues, mais de développer un apprentissage du langage en étant simplement plongé dans un certain contexte où ça parle, où des gens parlent, s'adressent à vous, etc. Bon, évidemment, si un enfant est privé de stimulation verbale, alors vous savez, on a des cas comme ça qui sont relatés, mais qui sont très difficiles à interpréter parce qu'on n'a pas toujours les données détaillées, des cas qu'on appelle d'enfants loups, d'enfants qui ont été retrouvés après avoir été abandonnés, après avoir vécu seuls dans une forêt ou des choses comme ça, et qui se retrouvent à avoir à un moment donné une incapacité à développer le langage. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fenêtre cognitive d'un certain nombre d'années, 4-5 ans, et si on imagine effectivement qu'on prive un enfant d'échanges linguistiques de 0 à 4 ou 5 ans, ensuite il n'aura plus la possibilité d'apprendre normalement une langue. Donc il y a une fenêtre cognitive qui est ouverte dans l'enfance et qui ensuite se referme d'une certaine façon. Bien. Mais il reste donc vrai qu'il y a quand même un héritage génétique qui nous permet de parler, alors que les animaux non humains n'ont pas cette possibilité. Et c'est cela que Chomsky vise à étudier. Et c'est légitime, si vous voulez. Bien sûr, il y a sans doute des propriétés très générales du langage qui sont des capacités très générales qui sont héritées génétiquement. D'accord ? Et qui méritent d'être étudiées. Mais c'est une autre problématique. Vous voyez, à partir du moment où on travaille sur ce qui est hérité génétiquement et qui est commun à beaucoup de langues, ce que Chomsky appelle la grammaire universelle, évidemment qu'on n'a plus besoin de s'intéresser au développement du langage chez l'enfant, à ce qui est usage-based, etc., puisqu'on s'intéresse qu'à ce qui est hérité génétiquement, donc ce qui ne dépend pas du contexte dans lequel l'être humain est placé. Vous voyez bien cette distinction. Bon. Alors, donc, à mes yeux, les deux perspectives sont valables. Simplement, je veux dire, les deux perspectives présentent vraiment un intérêt. Simplement, la question, le problème qui se pose, qui est plus un problème si vous voulez, de politique de la science, qu'un problème scientifique à proprement parler, c'est que Chomsky et les Chomskiens ne sont pas fondés pour autant à dire que la linguistique, ça n'est que chercher les structures qui découlent de notre organisation génétique particulière en tant qu'être humain. C'est une partie de la linguistique, c'est une problématique de la linguistique, mais parmi d'autres.
d'accord ? Et de même, la linguistique cognitive, elle, traite un certain nombre de problèmes, mais ne peut pas complètement ignorer il y a un conditionnement génétique qui est là et qui doit sans doute avoir des traces dans les langues. Alors, ce qu'il y a, bien sûr, c'est que s'il y a en effet quelque chose qu'on pourrait appeler une grammaire universelle et qui est héritée génétiquement, cette grammaire universelle n'a sans doute pas tous les détails que la grammaire générative donne dans ses descriptions. Ce qu'on peut imaginer un peu raisonnablement comme étant hérité génétiquement, ce sont des structures extrêmement générales. Ce sont des processus et des structures très 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 généraux et certainement pas des choses aussi détaillées que ce que décrivent les générativistes, par exemple, quand ils traitent de l'anaphore ou de choses de ce genre-là. Bon, donc, je veux tout de même rééquilibrer les choses, puisque là, je donne surtout la parole au point de vue de la linguistique cognitive, au sens contemporain du terme. Bien que eux se déterminent comme étant anti-chomskien et donnant un peu l'impression que le programme de la grammaire générative, que le programme de recherche chomskien est périmé, n'a plus aucun intérêt, je pense qu'il faut quand même être un peu plus prudent et considérer que ce programme de recherche présente sans doute un intérêt, mais que, en tout cas, il est hors de portée, enfin je veux dire, ça n'est pas le centre d'intérêt de la linguistique cognitive. D'accord ? La linguistique cognitive va s'intéresser à ce qui peut être analysé en utilisant les corpus, les usages réels, etc., etc. Elle ne s'intéresse pas du tout à l'héritage génétique. Bon, mais ça n'est pas parce qu'elle ne s'y intéresse pas que d'autres peuvent s'y intéresser à juste titre. D'accord ? Donc il faut bien distinguer, parce que c'est quand même très difficile à percevoir, et souvent les auteurs, évidemment, sont un peu virulents. Je vous l'ai dit, Tomasello a fait un article intitulé « La grammaire universelle est morte ». Voilà, c'est sans doute extrême comme formulation. Donc il faut faire la part des choses entre la virulence du débat scientifique, parce que ça a beau être de la science, il y a quand même des êtres humains, des conflits de postes, de pouvoir. Oui, je vous en parlais la semaine dernière. Il y a eu une époque où si on n'était pas générativiste, on ne pouvait pas faire de la linguistique aux États-Unis. Bon, c'est une époque révolue, mais pas partout d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quand même une période qui globalement est révolue. Donc les choses ont quand même évolué. De même, il y a un certain nombre de spécialités. En France, par exemple, si vous êtes spécialiste d'un certain type de choses, vous avez très peu de chances de trouver un poste par rapport à d'autres problématiques de recherche, parce qu'il y a des tendances, des sortes de modes ou d'orientations qui, à un moment donné, sont prégnantes. Mais il ne faut pas, si on s'intéresse, à la question d'un point de vue purement scientifique, disons, si j'ose dire, les choses sont jamais purement scientifiques, mais quand même, je pense qu'il faut rééquilibrer. Bon, il n'empêche que on ne peut, si les cognitivistes ont tort de dire que le programme génératif est entièrement périmé, Chomsky a parfaitement tort de dire que l'analogie, les corpus et toute la problématique usage-based n'a aucun intérêt, aucune importance en linguistique, et que seule la syntaxe est importante à étudier. Bien. Donc dans les deux cas, si vous voulez, il y a des sortes de déclarations à l'emporte-pièce, et il faut là rétablir un petit peu les choses de manière plus raisonnable. Alors, ensuite, je suis toujours là dans le site de l'Association internationale de linguistique cognitive. Ils exposent les différentes étapes de l'expansion internationale de la linguistique cognitive. Donc, dans les années 80,
Hein, ce sont surtout les travaux de Laikoff et de Langacker qui ont eu un certain succès. Et puis, des chercheurs dans différents pays ont poursuivi le travail qui était fait d'abord uniquement aux États-Unis. En 87, un livre dont on reparlera, un livre au titre peut-être un petit peu mystérieux comme ça, de Laikoff, Women, Fire and Dangerous Things, hein, les femmes, le feu et autre chose dangereuse, titre énigmatique, hein, mais on en reparlera, mais pas beaucoup, mais rapidement, mais je peux vous dire, je peux au moins vous justifier ce titre, c'est simplement qu'il prend une langue dans laquelle il y a un mot, une catégorie, donc, puisque c'est un livre sur la catégorisation, c'est le concept de catégorisation qui a été développé dans ce livre. Il y a une langue dans laquelle il y a une catégorie pour dire tout ça. Un mot, une catégorie, si vous voulez, pour dire tout ça. Donc, voilà, ce qui montre que d'une langue à l'autre, on construit les catégories mentales d'une manière un petit peu différente. Bien, et puis vous avez en 87 aussi le premier livre, le premier tome des Foundations of Cognitive Grammar de Langacker, qui est un livre extrêmement important dans cette perspective. Bon, ensuite, il y a une collection qui a commencé à être publiée, donc une collection de livres, hein, Topics in Cognitive Linguistics, et le premier était de Langacker, et puis donc il y a eu de nombreux volumes publiés. Alors, ouais, oui, alors, non, pardon, je me trompe là. J'anticipais un peu. Ce volume-là, Topics in Cognitive Linguistics, c'est un gros livre qui contient toutes sortes, qui contient des articles de tous les grands spécialistes de linguistique, pas seulement américains d'ailleurs, de linguistique cognitive, donc Langacker, Talmy, Laikoff, etc. Je pense que vous pouvez le trouver en bibliothèque, mais c'est un bon état des lieux, si vous voulez, de la recherche sur ces questions à l'orée des années 90. Bon. Vous voyez que les choses commencent à s'établir et à se disséminer dans les années 90. Donc, en 89, ça a été le premier colloque de linguistique cognitive, organisé en Allemagne, à Duisbourg, par René Dirven. Et puis donc c'est à ce moment-là qu'a été créée cette association internationale de linguistique cognitive, et rétrospectivement donc on a déclaré que cette année 89 et le colloque de Duisbourg c'était la première des conférences, enfin le premier colloque de l'association internationale de linguistique cognitive. Ensuite, il y a eu le développement du journal de la revue Cognitive Linguistics. Là aussi, vous pouvez regarder cela. Et enfin, là, c'est un point sur lequel, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Dirven a développé une collection de livres intitulée Cognitive Linguistic Research. Je pense qu'il y a un S en trop ici. Et c'est là où le premier volume de cette collection était un volume de Langacker intitulé Concept, Image and Symbol, donc en 90. Et cette collection est intéressante parce que pour vous qui cherchez des sujets, ah oui, on devait en parler hein, aujourd'hui, c'est vrai, à chaque fois j'oublie. Je vais vous donner, vous pouvez la retrouver sur Internet, je pense, en cherchant tout simplement en cherchant à partir de ces mots-clés, la Cognitive Linguistics Research, vous voyez la liste des volumes. Donc vous voyez, le volume 1, c'était Langacker, Concept, Image, Symbole. Et puis ensuite, vous avez beaucoup... Alors à chaque fois, ce sont des livres, hein, soit individuels, soit des monographies individuelles, soit des livres collectifs. Donc on ne va pas lire tout cela, mais je vous les laisse pour que vous ayez une idée du type de recherche et que vous puissiez éventuellement aller chercher des informations sur le sujet que vous aurez choisi de travailler.
Vous voyez, à partir du volume 26, là on est au 46, et actuellement on en est au 66, mais qui va paraître en 2022. Vous voyez, il y a des dates de publication qui sont encore, des indications de titre correspondant à des livres qui ne sont pas encore publiés, donc qui correspondent à des sujets qui forment vraiment l'actualité de la recherche dans ce domaine linguistique. Vous voyez que, par exemple, un problème auquel on n'aurait pas forcément pensé, il y a une façon de traiter l'ironie dans une perspective de linguistique cognitive. La question du contact linguistique, du contact entre les langues, la question des tabous linguistiques aussi, etc. etc. Donc c'est extrêmement riche cette collection, et vous y trouvez vraiment beaucoup de développement intéressant. Alors, je termine donc sur l'expansion internationale. Donc, peu à peu, le colloque se développe dans des pays différents. Et puis, la première trace d'institutionnalisation de la linguistique cognitive apparaît dans un manuel, mais vous voyez, de pragmatique. C'est pas encore un manuel de linguistique cognitive. Vous vous souvenez, à un cours précédent, je vous ai montré le manuel de linguistique cognitive, le Handbook of Cognitive Linguistics de Gerhardt. Bon, là, c'est simplement un chapitre intitulé Cognitive Linguistics à l'intérieur d'un Handbook of Pragmatics. Donc, en 1995, il n'y a pas encore de Handbook of Cognitive Linguistics. C'est encore trop tôt pour que le savoir soit, comme on dit parfois, manualisé. Et puis, peu à peu, dans les années 2000... Ah oui, j'ai oublié de vous faire remarquer que quand on parle de l'apparition dans les années 90 des volumes de cette collection, vous remarquez tout de suite que le deuxième volume date de 2011, 94-2011. Donc en réalité, il y a eu un temps très long pour le démarrage de cette collection. Je veux dire, certes, le premier volume a paru en 94, mais vous voyez, il a fallu attendre plus de 10 ans pour que... 7 ans... Non, pas 7 ans. 17 ans. Donc qu'est-ce que je dis? Attends, 94, 6... 17 ans de 94 à 2011. Oui. 17 ans pour avoir le deuxième volume. Bon, bref. Donc dans les années 90, les choses sont encore en gestation. C'est encore un courant un peu, voilà, dont on commence à parler, qui commence à s'imposer un petit peu dans certains manuels, mais qui n'est pas encore installé dans le paysage académique. Bon, alors ensuite, il y a toutes sortes d'associations qui se développent dans différents pays. Et puis une autre revue, un autre journal, une autre revue, oui, qui apparaît, Annual Review of Cognitive Linguistics. Et alors, du coup, je vous montre rapidement le site, vous irez voir si vous souhaitez, de l'AFLICO, qui est l'association française, donc c'est l'antenne française de la linguistique cognitive. Alors, juste, je m'interromps un instant. Mademoiselle, vous faites quoi là? Oui, parce que si vous voulez, vous suivez le cours sur Internet, mais si vous avez autre chose à faire, parce que là, vous êtes devant moi, du coup, ça me déconcentre pendant que je parle. Alors, donc, le site de l'AFLICO, qui est donc l'Association française de linguistique cognitive, donc l'antenne française de l'association internationale.
Alors, on peut regarder ce qu'ils indiquent. Hein. Ces dernières années, l'intérêt pour la linguistique cognitive a progressivement augmenté en France. Bon, ils sont optimistes, hein, parce que ça reste très minoritaire en France, hein, donnant lieu à des études et des échanges stimulants. Alors, un point particulier de cette association française, bien que la linguistique cognitive soit le socle principal de la FLICO, l'association souhaite entretenir une discussion construite et enrichissante avec les différentes approches théoriques françaises en linguistique. Donc, elle se distingue de l'Association internationale de linguistique cognitive, à laquelle elle est associée depuis sa création. Donc, vous voyez que c'est bien français, ça. C'est-à-dire qu'on dit en même temps qu'on n'est pas pareil, mais on s'affilie quand même. Hein. C'est-à-dire que l'association française n'est pas limitée à la linguistique cognitive à proprement parler, mais elle est quand même affiliée à l'Association internationale de linguistique cognitive. Alors pourquoi cette bizarrerie? Pour une raison très simple, c'est que comme cette linguistique cognitive s'est étendue dans le monde en anglais, hein, bien sûr, ce sont des chercheurs américains, et puis bon, le monde de la recherche publie beaucoup en anglais, mais en tout cas, les livres de Lakoff, Langacker, etc., Lakoff a été traduit en français, mais bien après. Langacker n'est pas traduit en français, toujours pas, hein, par exemple, alors que c'est un linguiste quand même auquel tout le monde fait référence. Mais bon, on part du principe que tout le monde parle anglais maintenant. Mais enfin bref, il se trouve qu'en France, ce sont les linguistes anglicistes qui se sont les premiers emparés de la linguistique cognitive, parce que eux avaient l'habitude de lire l'anglais, de travailler sur l'anglais. Hein. Bien. Donc, les linguistes anglicistes s'emparent et contribuent très largement, en France en tout cas, à la diffusion de la linguistique cognitive. Mais le problème, c'est que la linguistique des anglicistes, enfin disons les linguistes anglicistes, ont été pendant des années marqués par un autre cadre théorique assez anticognitiviste d'ailleurs, qui est le modèle d'Antoine Cuglioli, hein, la théorie des opérations énonciatives. Théorie qu'on appelle aussi parfois théorie des opérations prédicatives et énonciatives. Antoine Cuglioli, un grand linguiste décédé il y a peu, qui a développé un modèle théorique particulier et qui était lui-même un angliciste, et tous les linguistes anglicistes en France, pendant des années, se sont nourris de ce modèle de la linguistique énonciative. Hein. C'est un courant énonciatif en linguistique, cette théorie des opérations prédicatives et énonciatives. Bon. Alors, c'est ce qui explique que le site de la FLICO mentionne que, certes, il s'intéresse au développement de la linguistique cognitive, mais pas seulement. Parce que ça présuppose qu'ils incluent également les cuglioliens, les spécialistes de la théorie de Cuglioli. Parce que sinon, ils se coupaient, si vous voulez, de leur, de pratiquement toute leur population de linguistes anglicistes. D'accord ? Bon, donc il faut avoir un peu en tête disons ces aspects, ces particularités très françaises. Hein. Bon, là je passe, vous pourrez lire, ce sont d'autres, c'est une autre façon de formuler des choses qu'on a déjà vues sur le site de l'Association internationale de linguistique cognitive, et vous retrouvez, comme toujours, l'opposition à la grammaire générative. Hein. Voilà, donc cette autre diapositive vous indique le développement des colloques en linguistique cognitive. Le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, a eu lieu, l'avant-dernier, hein, a eu lieu en Estonie,
Vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, je vous ai indiqué le lien quelque part, le Book of Abstract. Donc voilà, vous avez une liste, vous voyez, de 588 pages. Donc c'est quand même assez abondant. Hein. C'est donc un énorme colloque où vous avez les résumés de toutes les communications de ce colloque de linguistique cognitive. Et vous pouvez même trouver, il y a la conférence de Langacker qui est disponible en vidéo. Alors c'est tous les 2 ans, donc en effet, le dernier 2017, donc il y en a eu un en 2019. La version française, non. Non. Là, du Book of Abstract, c'est ça ? Non. non, là, malheureusement, pour la linguistique cognitive, on a très peu de choses en français. Presque tout est écrit en anglais. C'est assez dramatique, mais bon, pour le public francophone, c'est un problème, hein, réellement. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'ici, à la Sorbonne, on commence à se dire il faudrait peut-être un peu traduire des choses en français. Mais là, actuellement, presque tout est en anglais, uniquement. Donc, vous voyez que ce colloque a eu lieu depuis 89 dans toutes sortes de pays, donc en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, au Nouveau-Mexique, à Amsterdam, en Suède, encore aux États-Unis, en Espagne. Là, je me souviens plus, c'était en Corée ou au Japon. Là, je ne l'ai pas noté. Là, c'est en Chine, au Canada, en Angleterre, en Estonie, mais jamais en France encore. Hein, depuis 89, on n'a jamais eu en France. Bon, alors peut-être que ça aura lieu un jour, hein, mais c'est pas encore le cas. Alors, je conclus rapidement sur le fait, je l'ai mentionné souvent, que les linguistiques cognitives se définissent largement contre la grammaire générative, qu'elles ont des outils théoriques variés à partir de quelques principes communs, hein, enfin, et tout au moins d'un principe, l'étude du langage à partir de ce qui est extérieur au langage, la cognition, le corps, les interactions sociales, par opposition donc à l'étude du langage uniquement d'une manière interne dans la structure, à partir de la structure, de l'étude de la structure des langues, hein, l'étude, comme on dit parfois, du langage pour lui-même. Donc il y a bien cette idée, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore une fois, que dans la linguistique cognitive, on étudie le langage pour connaître l'esprit humain. On n'étudie pas le langage, on étudie les langues et le langage pour comprendre l'esprit humain, et non pas simplement pour décrire des langues. Décrire les langues n'est pas un objectif ultime. Donc, on est là dans une distinction très nette par rapport aux linguistiques structurales, particulièrement aux linguistiques structurales européennes. Alors, cela implique que la linguistique a des liens avec toutes sortes d'autres disciplines, la psychologie cognitive notamment, mais aussi la psychologie développementale, la sociologie pour la question des interactions sociales, etc., etc. C'est ce qui rend d'ailleurs cette école théorique intéressante, c'est qu'elle oblige un peu le linguiste à sortir de juste l'examen des textes pour aller voir un peu dans l'esprit humain, dans la société, etc. Pour ma part, enfin, je trouve que c'est une richesse, mais ça suppose aussi, du coup, que le linguiste enrichisse sa culture de connaissances en psychologie, de connaissances en sociologie, voire en philosophie, etc. Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, ce courant est quand même bien représenté dans le monde. Il y a beaucoup d'auteurs de premier plan, pas seulement d'ailleurs aux États-Unis. Et puis, il y a un certain nombre de problématiques privilégiées qu'on étudiera au fur et à mesure de l'année.